Madame la ministre, Madame, Monsieur le ministre, Madame la sénatrice, Messieurs les députés, Monsieur le préfet, etc., tout le monde, Mesdames et Messieurs. Le dicton du jour, il est simple. Bunus pluvieux, Béraud malheureux. Donc, il va falloir faire quelque chose pour lui. Alors déjà, Madame la ministre, nous sommes à peu près d'accord, même si nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Toujours est-il que je vous rappellerai que nous avons réussi à conjurer une malédiction. L'année dernière, nous avions des maires. 3 d'entre eux se sont représentés. C'étaient des maires, et ce sont toujours des maires bâtisseurs. Ils ont tous les 3 été réélus au premier tour. Les 2 premiers avec 76% des voix. Et le 3e a fait un très mauvais score, un peu moins de 60% des voix. Donc imaginons quand même qu'il y a des maires bâtisseurs et que tous les maires ne font pas volontairement obstruction aux grands projets de développement de la République. Et puis, je dirais, à une chose état, nous avons jusqu'à présent reçu 10 ministres du logement. Je ne parle pas des ministres du travail, etc., 10 ministres du logement. Certains sont venus en tant que ministres. D'autres ont été promus, tant mieux. Des anciens ministres sont là aujourd'hui, et d'ailleurs, ils ne nous en veulent pas trop. Alors maintenant, il y a un constat. Tous, toutes et tous, ont trouvé le passage à une chose état très difficile. Non pas parce que le sujet est compliqué pour eux, généralement, ils l'ont accepté, ils ont choisi, ils ont travaillé. Mais tous non plus n'ont pas trouvé que l'exercice était difficile parce que Béraud était plus désagréable avec eux qu'à l'habitude. Non. Mais tous ont eu à subir l'introduction qui va être la mienne. Alors je reconnais que ce n'est pas facile, il faut le faire. Faut le faire, donc on va y aller. Donc, voilà, nous avons eu à connaître une crise qui n'est pas terminée, une crise qui est une crise sanitaire, qui a déclenché une crise économique et sociale, qui a renforcé une crise du logement qui existe depuis un grand nombre d'années déjà. La particularité de la situation est que cette crise a synthétisé, a cristallisé une multitude de crises. La crise des transports, la crise des taux d'effort, la crise de l'accès au logement, la crise de la qualité du logement. Vous le disiez vous-même tout à l'heure, beaucoup ont très mal vécu le confinement, simplement parce que la surface des logements ne permet plus d'y vivre. Donc nous avons une crise, et cette crise, malheureusement, a été renforcée au fil des années par des décisions publiques. Je ne vais pas en faire la liste. Dans le dossier ministre que vous avez reçu, vous avez un certain nombre d'éléments. Tout n'est pas repris. Je rappellerai simplement que depuis un grand nombre d'années déjà, nous avons vu des sous-actualisations de barèmes. Nous avons vu des modifications de taille de bénéficiaires, de qualité de bénéficiaires. Nous avons vu, etc. À chaque fois, tout cela nous étant présenté comme une amélioration, une loi plus sociale que les précédentes. L'un dans l'autre, au fil des années, on ne peut que constater que les taux d'effort des ménages modestes ont continué à se relever, que l'accès au logement s'est fait plus difficile, que le coût de l'accès au logement est de plus en plus compliqué, etc. Donc tout ça, on le sait, et donc je vais simplement prendre rapidement 4 points. D'abord, nous avons une crise aujourd'hui dont nous allons parler dans les 2 tables rondes, qui est une crise du secteur, de la construction, de la transaction, etc. Premier point, cette crise n'est pas récente, elle n'a pas simplement été déclenchée par la crise de la
Covid-19. Donc, premier chapitre, avant la tempête. Avant la tempête, c'est simple. Nous savions déjà que depuis 2 années au moins, la construction reculait. La construction reculait, tous les segments de la construction reculaient. La construction locative sociale. Je vous rappellerai simplement qu'en 2016, il y avait un peu plus de 130 000 agréments de financement de logements locatifs sociaux. En 2019, il y en a eu un peu moins de 112 000. Ça fait une chute de 14 %. Bon. Je prendrai un autre exemple, diamétralement opposé, la construction de maisons individuelles. Même si cela consomme de l'espace rare, etc., même si cela contribue à l'artificialisation, tout le monde le sait, et d'ailleurs tout le monde peut prendre l'autoroute. Vous avez dû prendre l'autoroute entre Bordeaux et Bayonne pour certaines ou certains d'entre vous. Vous avez vu que l'artificialisation, c'est aussi l'extension et le passage de l'autoroute à 3 voies. Combien on aurait pu faire de maisons individuelles, c'est une autre histoire. Toujours est-il que, avant la tempête, le nombre de constructions de maisons individuelles a reculé en 2 ans de près de 10 %. C'est le deuxième exemple, et je finirai simplement cela en disant, souvenons-nous qu'entre 2017 et 2019, le nombre de permis de construire a reculé de 10 %. Voilà, bon. Et alors, je ne serai pas désagréable, c'est pas mon genre. Tous les ministres qui sont passés ici peuvent le dire, je ne suis pas désagréable. Je rappellerai simplement que la rénovation énergétique est en panne, et nous savons qu'elle est en panne. Aucun des dispositifs qui ont été présentés au cours des, je vais être sympa, 6, 7, 8 dernières années n'ont permis de relancer cela. Au milieu des années 2010, au début des années 2010, il y avait chaque année 700 000 améliorations, entretiens et travaux sol réalisés au titre de la rénovation des logements. Nous en sommes aujourd'hui à moins de 450 000 par an. Et ce n'est pas le financement par des prêts à la consommation. Vous allez me dire, mais pourquoi des prêts à la consommation? Eh bien, parce que l'éco-PTZ, c'est un prêt à la consommation. Ce n'est pas le financement par les prêts à la consommation qui est venu en substitution de cela, puisque depuis 12 ans, le nombre de prêts à la consommation finançant des travaux d'amélioration dans le logement est plat. Donc là, nous avons un vrai problème. Et je finirai ce premier chapitre, pour ne pas vous désespérer, en disant simplement que les 2 premiers mois de l'année 2020, donc avant votre arrivée déjà, c'est bien, les 2 premiers mois de l'année 2020, avant le déclenchement de la crise que nous connaissons, ont vu un recul sur tous les marchés, les 2 premiers mois de l'année en glissement annuel, que ce soit la construction, que ce soit la rénovation, que ce soit la transaction immobilière, etc. Tous, et le financement des logements, le financement bancaire, comme on dit habituellement. Nous allons y revenir. Deuxième chapitre. Les nuages se sont accumulés avant le déclenchement de la tempête. Et je vais prendre 2 nuages, 2 gros nuages. Un nuage qui intéresse tout le monde. Les aides personnelles. Il est de fait, alors je ne vais pas simplement reprendre les mesures qui avaient été prises à l'automne 2017. Entre 2008 et 2018, tout le monde est d'accord pour dire que le niveau de vie, donc le revenu disponible par unité de consommation après les prélèvements multiples et variés, a stagné. En France, il a stagné. Cela signifie que durant 10 années, les conséquences de la politique salariale qui a été suivie, les réformes fiscales qui ont été suivies et les modifications qui ont été apportées au dispositif de prestations sociales ont eu comme conséquence, mais là c'est un mauvais esprit universitaire, de faire porter par les ménages la lutte contre les déficits publics. Et cela est une particularité parce que durant les 10 années précédentes, le pouvoir d'achat
Donc le niveau de vie par unité de consommation n'avait cessé de progresser. Et donc, dans cet aspect-là, une dimension particulière aux aides personnelles au logement, tout simplement parce que cela a désespéré, je crois, pas simplement les locataires, mais aussi les candidats à l'accession à la propriété. Et deuxièmement, un point qui intéresse beaucoup, je crois, et il ne faudrait pas se tromper, les décisions qui avaient été prises par la Banque de France en décembre 2019. On peut dire les préconisations du HCSF, pour être pudique. On pourrait dire aussi les décisions du gouverneur de la Banque de France. Moi, je rajouterais simplement que le gouverneur de la Banque de France n'est que le vice-président du HCSF. Le président, c'est le ministre de l'économie. Donc les décisions qui ont été prises sont les décisions qui étaient souhaitées par le ministère de l'économie depuis un certain nombre d'années déjà. Et cela a une conséquence très forte. Avant même le déclenchement de la crise, puisque nous en sommes encore là, on estimait, même si ça a fait railler ceux qui n'avaient pas regardé le dossier, nous savions que nous allions avoir un recul de 120 à 130 000 accessions à la propriété du simple fait de la mise en place des recommandations du HCSF. Alors, c'est important parce que qui est-ce qui est pénalisé par cela? Les ménages modestes. Donc ça signifie que mettre en œuvre des dispositions de cette nature a eu la conséquence, je crois, c'est vous qui avez utilisé cette formule, de la mise en place d'une double peine. D'abord, c'était des ménages modestes et on les privait de la possibilité de réaliser le projet de leur vie. C'est-à-dire que le message qui leur a été envoyé était que tout simplement, pauvres et modestes, vous resterez locataires. Je ne crois pas que cela corresponde à un véritable message de justice sociale et je ne crois pas non plus que cela soit propice à la description à l'ouverture des jours heureux. Mais j'ai dû me tromper. Troisième et avant-dernier chapitre, je vous rassure, la chute des marchés, la chute de l'activité a été sévère, très sévère. Tout le monde le sait, tout le monde connaît les indicateurs. Et là, je dirais, Madame la Ministre, vous n'avez pas eu de chance, parce que franchement, vous arrivez, vous allez, tout le monde savait que vous alliez venir ici, et paf, les services du ministère publient les statistiques de la construction de ce matin pour le mois de juillet. Vraiment, ce n'est pas un cadeau qu'ils vous ont fait. Hein. Bon. Alors, toujours... oui, non, vous savez, je suis universitaire, alors mon autonomie à moi. Bon, alors, je dirais simplement, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes, pas la crise en elle-même. Le 17 mars, le ministre de l'économie, je ne sais pas que je lui en veux particulièrement, mais il est ministre, hein, ministre de l'économie, présente la première loi de finances rectificative. Il annonce 1% de recul du produit intérieur brut pour l'année 2020. Tout le monde sait que le recul, tout le monde, tous ceux qui ont un peu bossé sur les questions, savent que le recul, il sera d'au minimum 5%. Les principaux instituts de conjoncture, les instituts étrangers nous disent même un recul qui pourrait être entre 5 et 8%. Et 2 jours après, le Bundestag, vous voyez, je vais voir de l'autre côté du Rhin, le Bundestag adopte son premier plan de soutien à l'économie avec un objectif de recul du produit intérieur brut de 5%. Bon, il aura fallu 4 semaines au ministère de l'économie et des finances pour la deuxième loi de finances rectificative avec un recul du PIB de 8%. Mais alors qu'aujourd'hui, et je crois que nous sommes sur un territoire qui est propice à cela, alors qu'aujourd'hui, on a vu se réactiver la question de la réflexion, de la planification, avec un commissariat dédié à cela, j'ai appris quand j'étais petit, maintenant je suis un peu plus grand, que la planification indicative, c'était la réduction de l'incertitude. Comment peut-on envoyer comme message à des acteurs du secteur privé une information leur disant que de toute façon, tout va bien, il ne se passera pas grand-chose. D'autant que, deuxièmement, je n'avais jamais vu cela. Je suis plus tout jeune, hein, vous le savez, ça se voit d'ailleurs.
Je n'ai jamais vu les statistiques de construction interrompues de publication pendant 4 mois et demi. Invraisemblable. Les services de l'État sont les services de l'État, alors que cet État lui-même a continué à obliger les acteurs du secteur privé à transmettre des informations. Je vous prends un seul exemple. Si un établissement de crédit n'avait pas transmis les informations concernant sa production, il aurait été pénalisé par la Banque de France. Quand même en 1968, il n'y a eu aucune interruption de la publication des statistiques de construction. Troisième exemple pour montrer, nous sommes d'accord, tout le monde est bien attaché à la construction locative sociale. Mais enfin, où sont les statistiques permettant de suivre l'évolution de la construction locative sociale? Il fut un temps où il y avait ce qu'on appelait les nœuds de saumon. Alors comme vous avez une tradition qui est la tradition de l'écologie et de l'environnement, nous disions toujours que les nœuds de saumon remontaient la Seine. Maintenant que la Seine a été en partie dépolluée, les nœuds de saumon pourraient redescendre du ministère des Finances et permettre aux différents acteurs d'avoir une idée véritable sur ce qui est en train de se passer en termes de construction locative sociale. C'est quand même désagréable. Je vous ai pris 3 exemples volontairement pour vous dire nous sommes dans une situation où peut-être il y a un grand désordre, et c'est un euphémisme, économique et financier, mais surtout, il n'y a pas d'information pour être en capacité de prendre des décisions pertinentes. Donc, exemple, j'ai l'impression, en écoutant ce que je peux entendre, et il est facile de faire parler les gens même quand ils ont un masque, que sur les 8 premiers mois de l'année, nous avons un recul de la consommation des agréments de financement de logements locatifs sociaux qui se situe entre 20 et 25% par rapport aux 8 premiers mois de l'année 2019. Je dois me tromper, sans aucun doute. Je pense que les services de l'État auront à cœur de rectifier cela. Cela signifie que même si, et comme cela se fait d'ici la fin de l'année, il y a une consommation excessive d'agréments qui sont toujours associés à l'absence de réalisation des projets parce qu'il y a des annulations tous azimuts. D'abord, il y a un doublement du taux d'annulation entre les agréments de la fin de l'année et les agréments du printemps, enfin de l'été. Eh bien, je doute que l'on réussisse à avoir l'équivalent de 110 000 agréments. Peut-être ferons-nous 100 000. Si vous revenez l'année prochaine, ce serait bien, on vous attend avec impatience. Non, parce qu'on aime bien les ministres. Mais toujours est-il que ça signifie que là, on a un vrai problème. Et je pense que là, vous avez des questions à aborder qui ne sont pas simplement des questions d'aide, mais qui sont aussi des questions de diffusion de l'information. Et j'en finirai en prenant un exemple sur ce point-là, qui est l'exemple de l'accession à la propriété. Nous avons une accession à la propriété qui est en panne, qui va subir la double peine, les recommandations du HCSF d'une part, et puis la crise économique et sociale de l'autre. On pense qu'il va y avoir cette année une chute de l'accession à la propriété qui va faire qu'on va perdre à peu près 25% des flux de l'accession à la propriété. Je rappelle simplement que l'accession à la propriété, pour le tiers de ceux qui réalisent, ce sont des primo-accédants qui viennent du parc locatif social. Cela signifie que la chute de l'accession à la propriété en 2020 va confisquer, entre guillemets, par absence de mobilité, la quasi-totalité de ce qui restera en construction locative sociale. Outre le fait que, on le disait tout à l'heure, il est un peu dommage de priver des ménages modestes de la possibilité de réaliser le projet de leur vie. Cela signifie qu'il y a des conséquences
qui sont des conséquences qui vont être tout de même assez redoutables. Et donc je vais en finir avec la conclusion, le 4e point, que j'ai intitulé, mais ce n'est pas par méchanceté, et la relance, point d'interrogation. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il va y avoir présentation d'un plan de relance, 7 mois après le début de la crise. Je rappelle que dans d'autres circonstances, j'en ai vu des crises, en d'autres circonstances, lors de la crise des subprimes, le plan de relance avait été annoncé 2 mois à 1 semaine après le début de la crise économique et financière. Et là, comme vous n'avez pas de chance, vous avez aussi l'administration des finances qui est derrière vous. Cela signifie que les dispositions, si elles réussissent à devenir opérationnelles 8 mois ou 9 mois après le début de la crise, ce sera un coup de chance. Donc voilà, et la question finale, et les ménages, on va les loger où? Parce que je disais, nous sommes sur le territoire qui est le territoire du prochain commissaire au plan. Donc ça signifie qu'on doit regarder à long terme. Alors l'INSEE nous dit, entre 2020 et 2050, bon an mal an, va y avoir de l'ordre de 320 000 ménages qui vont se créer. C'est l'INSEE, c'est pas moi, donc je suis à l'aise. Quand on regarde ce que sont les perspectives de la construction, sur les 30 prochaines années, sauf s'il y a de formidables plans de relance, je l'espère, je le souhaite, on ne fera pas plus de mise en chantier que ce qui a été fait entre 1990 et 2020. Cela signifie donc que l'on fera péniblement l'équivalent pour loger 270 000, 280 000 ménages. Donc ça signifie qu'on va, bon an mal an, avoir un déficit d'offres nouvelles de 30 000, 40 000 logements. Alors, je vais vous donner ma conclusion. Au moins, l'avenir des entretiens d'Inchausseta est assuré. Et au moins, on est tranquille parce que Béraud ne s'ennuiera pas. Bien. Mais écoutez, je vais saluer donc Madame la Ministre qui a une conférence de presse maintenant, qui doit ensuite nous quitter, et la remercier encore pour son arrivée à déjeuner et sa déclaration. Alors, écoutez, sans plus tarder, voilà, je préfère que ça se passe comme ça, c'est-à-dire plutôt que pendant le débat lui-même. Alors, sans plus tarder, je vais appeler... Alors, évidemment, le côté neurasthénique de Michel Mouillard ne vous aura pas échappé, mais il a le mérite, ce garçon, quand même, de dire les choses. C'est ça qui fait que je le tolère. Alors... donc je vais appeler sans plus tarder Emmanuelle Cos. Je l'ai vue tout à l'heure, donc je pense qu'elle va nous rejoindre. Ah mais oh pardon, excuse-moi. Je l'ai vu tout à l'heure. Alexandra François-Cuxac, que j'ai aperçu aussi. Ben voilà, bien, c'est parfait. Didier Ridoré. Didier, ben oui, parfait. Olivier Saleron. Nouveau président de la FFV, eh bien, c'est parfait, qui est un local, quasiment, enfin, un petit peu au nord, mais voilà. Et Jérôme Terpereau des caisses d'épargne. Jérôme Terpereau. Est-ce qu'on a Jérôme Terpereau quelque part? Ah bien si, il est là-bas. Bon, c'est parfait. Donc pour animer cette table ronde avec les professionnels et après avoir entendu ce qu'on vient d'entendre, je ne sais pas comment vous allez démarrer, mais ça va être révélateur. Donc pour animer cette table ronde, donc Ariane Artignan, qui est directrice
Oui, oui, directrice, en fait. Je croyais que tu n'étais que rédactrice en chef. Mais donc, voilà, de Suite Imo et Pierre Chevillard, qui est le rédacteur en chef, donc de particulier à particulier. Vous avez la parole. Bonjour à tous. Eh bien, on est ravis de vous retrouver cet après-midi avec tous les professionnels et avec Pierre. On est ravis d'être là pour la deuxième année consécutive en duo. Donc le programme de cet après-midi, c'est de poser un diagnostic, de vous faire réagir sur les annonces et puis voir un petit peu quel doit être ce plan de relance. Merci Ariane, bonjour à tous, bonjour aux participantes et aux participants. Donc on vient d'avoir les annonces, des premières annonces sur le plan de relance, un diagnostic toujours acéré du professeur Mouillard, et l'idée maintenant c'est d'imaginer la suite. D'imaginer la suite au travers de, comme le dit l'intitulé de cette conférence, sur imaginer une politique de l'habitat ambitieuse, juste et éco-responsable. Et donc de laisser la parole aux professionnels sur le diagnostic, les réactions et les propositions que l'on peut faire pour résoudre cette crise du logement qui s'annonce plutôt brutale. Donc avec nous, comme Jean-Luc a fait les présentations, on ne va pas les refaire. Et voilà, on l'a tous vu pendant l'état d'urgence sanitaire, l'activité s'est arrêtée, les chantiers sont bloqués, les ventes de logements sont arrêtées, et puis le secteur est reparti. Alors il y a eu une espèce, d'effet de rattrapage. Notamment, on l'a vu sur le marché de l'ancien, où beaucoup ont communiqué sur le fait que finalement la crise n'était pas si grave que ça, et que, en fait, on vient de le voir au travers des chiffres du professeur Mouillard, eh bien, si, en fait, ça va être très violent, et donc ça va créer des problèmes en termes d'accès au logement, de logement des plus modestes. Bref, le chantier, la marche est assez haute. La marche est assez haute. Alors, je pense qu'on va rentrer peut-être directement dans le vif du sujet et de poser un petit peu le diagnostic de la situation. Donc, on parle d'une politique ambitieuse, juste et éco-responsable. Quel est le diagnostic selon vous ? On va peut-être parler d'un bilan sur les 55... Oui, sur le confinement. Les 55 jours de confinement sur l'activité. Précisément, comment ça s'est passé ? Alexandra, par exemple. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation. Ce que je peux peut-être commencer à redire, parce que ça a été dit beaucoup, mais le Covid a vraiment frappé très durement notre secteur d'activité, que ce soit toute la filière immobilière, mais aussi la filière bâtiment. C'était un stop des chantiers, c'était un stop des autorisations de construire, c'était un stop des actes d'acquisition de nos clients, c'était aussi un stop en trésorerie, puisque les gens ont arrêté de payer finalement les actes en VFA, parce que notre clientèle a été pétrifiée par ce qui se passait, dans l'incompréhension totale. On a arrêté de livrer nos logements, donc on a été totalement à l'arrêt pendant cette période de confinement. Je voudrais quand même rendre hommage à l'État qui a une réactivité assez forte en mettant en place immédiatement des PGE et en mettant en place le chômage partiel pour l'ensemble des entreprises du secteur et donc pour nos entreprises à nous. Ça a été très salvateur parce que quand les clients arrêtent de payer, quand les livraisons ne se font pas, l'argent ne rentre pas dans les caisses. Et l'effet de manque de trésorerie n'est pas immédiat, mais il arrive très très rapidement dans nos entreprises, que ce soit nos partenaires, mais que ce soit aussi les entreprises de promotion. Et ça, on n'en parle pas souvent. C'est pas un sujet tabou. On est des entreprises comme les autres. On vit aussi avec la trésorerie. Et dans le cadre de la VFA, c'est effectivement l'argent de nos banquiers, mais surtout celui de nos acquéreurs, qui nous fait atteindre un équilibre économique. Donc ça a été très difficile. Le secteur prévoyait un effet de rattrapage, mais on a bien vu ce matin que les chiffres des permis de construire en février, mars, avril est encore plus mauvais que mai, juin, juillet, excusez-moi, est encore plus mauvais que février, mars, avril, alors qu'il n'y avait que 15 jours de confinement. Donc ça n'est pas un bon signe. On voit aussi qu'en juillet 2020, les autorisations en logement collectif sont inférieures de 6 000 unités à ce qu'ils avaient été au mois de juillet 2019. Donc on voit bien qu'on est dans un effet de rattrapage qui certes se lie au niveau de la reprise des chantiers, parce qu'il a bien fallu reprendre l'activité des chantiers, mais qui ne se lie absolument pas dans l'activité d'autorisation de construire. Donc nous sommes très préoccupés. C'est vrai, comme ça a été dit ce matin, c'est important de le rappeler, que de grandes difficultés apparaissaient déjà avant la crise, des difficultés liées
finalement au fait qu'on a construit beaucoup. On a construit, on est passé de 300 000 à presque 450 000 logements en un temps finalement assez réduit. Et donc, on a répondu aux besoins, puisqu'on n'a pas fabriqué de stock de logements invendus, mais en répondant à ces besoins, on a créé un certain nombre de complications, notamment une surréglementation, notamment une surenchère de papier, une surenchère de contentieux, puisque l'acte de construire, quand il est fort, quand il est important, il vient quand même perturber le quotidien des Français, faut pas se voiler la face. Et donc, on a eu un certain nombre de choses qui ont provoqué finalement des difficultés, une complexité et surtout un allongement de la durée de production d'un logement, puisque quand j'ai démarré ce métier, c'était quand même il y a 30 ans, on mettait à peu près 3 ans pour produire un logement. Entre le moment où on signait une promesse de vente et le moment où on livrait l'immeuble, il se passait à peu près 3 ans et demi. Aujourd'hui, il faut plus de 7 ans pour produire un logement en France, simplement parce qu'on a tellement complexifié l'acte, on a tellement complexifié nos PLU, qu'on a rendu extrêmement difficile à nos élus la tâche d'instruire les permis de construire, de vérifier les conformités à l'ensemble des couches de règles, de réglementation et de codes. Et donc, on a eu les pires difficultés avant, on a les pires difficultés pendant, et on a cumulé, bien sûr, une problématique avec les élections municipales, un attentisme qui avait déjà démarré, les journalistes qui suivent bien notre secteur le savent. Depuis septembre, je disais déjà que les chiffres étaient mauvais et qu'on allait payer finalement cette espèce d'attitude où on a l'impression qu'on a le temps, où on a l'impression que c'est pas très grave, il n'y a pas d'urgence. Je crois que le Covid nous montre toute l'urgence qu'il y a à ne pas avoir d'à-coups, de ne pas avoir d'opération et d'attitude de stop and go. On a surtout vu à travers les réactions post-confinement de nos acquéreurs que finalement les ventes se poursuivaient, que les gens étaient demandeurs encore de logements neufs, peut-être même plus demandeurs qu'avant, parce que quand on a une crise comme ça qui attaque les gens dans leur intimité, dans leur quotidien, le logement, l'abri, le refuge, c'est quand même une garantie pour l'avenir et c'est quand même peut-être un lieu dans lequel on va finalement passer beaucoup plus de temps que prévu. Hein, on a parlé de télétravail, on a parlé de problématiques de santé, etc. Donc si on doit passer beaucoup de temps dans son logement, il faut qu'il soit adapté. Et si son logement doit être adapté, comme ce n'est pas le cas de la plupart des Français aujourd'hui, il faut pouvoir répondre à ce besoin de changer de logement, de passer d'un T2 à un T3, un T3 à un T4, un appartement à une maison à un appartement, un truc à Paris, un truc en province, un truc à l'extérieur des grandes villes, bref, être capable de produire du logement qui soit adapté aux nouvelles aspirations des gens, sans compliquer plus que de raison, sans trop intellectualiser le sujet, et simplement d'écouter la demande, d'écouter ce qu'ils nous disent, et d'être capable d'apporter des réponses pour produire la ville durable qu'on a la responsabilité de produire collectivement, peut-être en parallèle de la rénovation dont on parle beaucoup et dont la ministre a beaucoup parlé, la nécessité effectivement de rénover, de mieux loger, de s'attaquer à ce sujet des passoires thermiques qui est quand même vieux comme le monde, Michel l'a rappelé. La nécessité d'avoir une industrie qui fonctionne sur 2 jambes, la rénovation, parce qu'on ne pourra pas produire suffisamment face des besoins si on ne fait que rénover, et produire du logement neuf qui soit du logement durable, adapté. Vous savez, 90% des logements dans le neuf se font avec des balcons et des terrasses ou des jardins, donc c'est pas tellement ce sujet-là. C'est le sujet de produire là où il y a des besoins, là où il y a des envies, là où les gens vont demain s'installer parce que le télétravail et la manière d'être mobile sera différente, et de le faire en parallèle de la rénovation, ce que je ne veux pas opposer au neuf, parce que quand on doit rénover des quartiers entiers, quand on doit agir sur des périmètres qui sont des périmètres plus larges que la ville sur elle-même au quotidien, il va falloir apprendre à travailler ensemble, à la fois à rénover, à la fois à bâtir. Je veux juste rappeler, pour ne pas être trop longue, c'est que le résidentiel a quand même été, à travers cette crise, beaucoup plus résilient que les autres secteurs. On sait les difficultés du commerce et du tertiaire. La logistique s'en est pas trop mal sortie pendant la crise, mais le tertiaire, les foncières commerciales traversent une crise sans précédent, extrêmement forte. Le résidentiel, pour les raisons que j'ai expliquées, tire plutôt son épingle du jeu. À nous maintenant d'être capable de produire le logement qu'il nous réclame. Qu'est-ce que ça veut dire tire plutôt son épingle du jeu ?
Parce que les ventes ont continué, finalement. Il y a eu effectivement des phénomènes d'annulation. On peut pas ignorer des craintes, des interrogations qui sont tout à fait légitimes, qui sont humaines. Mais globalement, on a senti que les gens étaient acheteurs. Personne ne représente l'ancien ici, peut-être le banquier en parlera, mais on a eu dans les transactions des fortes demandes et donc beaucoup d'activités dans l'ancien. On a eu de l'activité dans le neuf et la crainte, mais on en parlera dans vos sujets suivants, c'est effectivement, est-ce qu'on est capable de produire en face des demandes qui s'expriment? Ça, c'est une autre paire de manches. Donc le sujet n'est pas tellement sur la demande, il est plutôt en train de se dérouler sur l'offre. On en reparle tout à l'heure. Merci Alexandra. Emmanuel Cos, votre bilan à vous des 55 jours de confinement? Mais moi, je pense qu'il faut qu'on évite de focaliser les enjeux actuels uniquement liés à la crise du Covid et du confinement, en tout cas pour notre secteur. Pourquoi je dis ça? Parce que quand même, avant le Covid, il y a eu les élections municipales. Et je voudrais quand même dire que ça fait 1 an qu'on est dans un contexte très anti-logement. Alors là, je parle évidemment en tant que professionnelle, mais aussi en tant que politique. Hein. Je suis toujours élue quand même locale. On ne peut pas faire l'économie de ça. Ça fait 1 an qu'on a tous localement, quels que soient les secteurs, logement social, logement privé, secteur d'activité mélangé, une véritable augmentation du refus d'accorder du refus de construire, pour des bonnes et des mauvaises raisons, dans un moment où les chiffres sur le mal logement se détériorent. Et quand même, je voudrais rappeler que... Bon, d'une part, je voudrais quand même signaler qu'on a été capable, dans les années précédentes, de faire 500 000 logements. Je le dis ici, notamment en voyant Didier, parce qu'il y a eu un travail qui a été mené il y a plusieurs années pour essayer de donner des grands objectifs de production. Et tout le secteur économique a montré qu'en fait, on était capable de faire 500 000 logements. Donc, c'est plus un débat quand on nous disait que ce n'était pas possible ça. On est capable de le faire quand il y a une réunion de conjonction et de stabilité. Là, depuis 3 ans, on s'est tapé quoi? La RLS sur les bailleurs sociaux, une modification législative, les élections municipales où, en fait, depuis juillet 2017, hein, c'est pas simplement l'année dernière, on a des élus qui nous ont dit qu'ils ne feraient plus rien. La baisse du niveau de logement, de la production de logement, ça baisse depuis 2018. Donc on était déjà quand même dans une phase qui n'était pas une très bonne phase, qui était en fait un peu, comment dire, cachée parce que les chiffres étaient très bons, le secteur privé arrivait à bien vendre, il n'y avait pas de stock, donc en effet, mais quand même, excusez-moi, les chiffres, alors évidemment maintenant les chiffres sont plus donnés tous les mois, mais ils sont donnés au trimestre, ça se voit moins, mais quand même les chiffres du logement sont mauvais depuis maintenant 2 ans, si je peux me permettre. Et si je dis ça, c'est parce que là-dessus arrive la crise liée au Covid. Et je pense que nous sommes le secteur, le secteur en tout cas du logement, dans une situation paradoxale. Et je pense que si on allie le bâtiment, c'est peut-être un peu plus différent. On a évidemment dû tous faire face aux arrêts de chantier. Alors pour les bailleurs sociaux comme pour les autres, des complexités, en fait, parce qu'on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Enfin, je laisserai parler Olivier parler de la question de la réglementation pour prendre les chantiers, enfin tout ce qui s'est passé. Mais on a eu ça, on a eu les questions de responsabilité. On a eu surtout le fait, en tout cas pour les bailleurs sociaux, d'être présents auprès des locataires. Avec quand même, et je tiens à le dire, parce que quand on parle du logement social, il y a évidemment le logement familial, mais il y a aussi tout le logement que nous avons en EHPAD, résidence pour personnes âgées, foyer de travailleurs migrants, foyer pour jeunes actifs. Enfin, on a quand même des milliers de personnes qui sont logées, et en fait, notre personnel, il y a été sans masque, sans mesure de protection, parce qu'on n'avait rien. Donc, en fait, mais le secteur en lui-même, le secteur du logement social aujourd'hui, ne va pas mal à cause du Covid. Je dis aujourd'hui, là, fin août. Il va mal pour la RLS. Quand vous perdez, c'est ça qui nous a mis dans le corner depuis l'année dernière, parce qu'on a dû, enfin, tout organisme, enfin, je ne connais pas un seul organisme qui va mieux. Enfin, si, facialement, les comptes sont peut-être meilleurs, mais évidemment, on a réduit les programmes de réhabilitation et du logement neuf, ce qui rend évidemment les choses un peu différentes. Par contre, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à quel moment on se situe. Vu les annonces et les projections qui sont faites sur l'employabilité et l'emploi, et notamment les défections d'entreprises, bon, si on a une augmentation, comme c'est annoncé, de personnes au chômage et de défections de secteur entier, très clairement, on aura de la défaillance des locataires dans le secteur social, comme des accédants dans leur remboursement de crédit. Et ça, c'est des sujets qui vont arriver, en fait, à partir de janvier. La deuxième difficulté, c'est comment, dans cette crise-là, on arrive à reconstituer le stock dont parlait Alexandra, parce qu'en fait, il faut commencer à le faire maintenant.
Et là, en plus, on est dans la relance, mais aussi avec des nouveaux exécutifs municipaux, et y compris... il faut quand même se rappeler que là, toutes les métropoles n'ont même pas encore désigné leur exécutif. On est quand même... c'est compliqué. Hein. C'est-à-dire que l'année 2020, en fait, elle n'existe pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les très clairement, par exemple, sur à peu près... j'ai un peu oublié, mais je crois qu'il y avait un objectif de 120 000 logements sociaux à produire en 2020. Là, tout le monde se dit que si on en fait à peu près 100 000, ça sera formidable. Enfin, c'est pas possible de réfléchir comme ça. On a besoin de faire 150 000 logements sociaux par an pour répondre vraiment aux difficultés sociales. Et je pense même qu'on devrait en faire plus, évidemment, avec ce qui va arriver. Mais voilà, on est début septembre, et pour l'instant, on est dans un atermoiement, en tout cas, qui n'est pas tant du côté des bailleurs sociaux, mais je dirais plutôt de collectivités qui n'ont pas encore écrit leur stratégie, et aussi d'un État qui nous dit qu'il est prêt à regarder les agréments. Enfin, moi, j'attends de voir. Hein. Merci Emmanuel Cos. Olivier Saleron, est-ce que vous partagez ce point de vue sur une crise qui puise ses racines avant les événements liés à la crise sanitaire et tout cet amoncellement de difficultés, aussi bien au niveau de la construction du logement, du tertiaire et de la santé des entreprises de bâtiments? Déjà bonjour, merci de votre accueil. Ça fait plusieurs années que je vous suis, je suis vos débats, étant quand même local de l'étape, hein, puisque j'ai fait que 40 km pour venir ici cet après-midi. Merci beaucoup. J'ai suivi avec attention le logement, bien que, évidemment, ma spécialité, c'est plutôt le social. Oui, je suis d'accord avec à peu près tout ce qui a été dit ce matin et en début d'après-midi. Mais pour avoir une politique volontariste du logement, il faut un secteur du bâtiment qui soit efficient, qui soit efficace. Je vais vous donner 2-3 chiffres très pratiques, pragmatiques. Hein. C'est 95% d'arrêt des chantiers le 18 mars dernier. Un guide de préconisation qui a été réalisé très vite dans le BTP pour reprendre les chantiers d'une façon 100% en sécurité le 2 avril. Le premier secteur qui a réussi à sortir un guide aussi vite avec l'OPP BTP. Et donc, le redémarrage des chantiers. Et ensuite, d'une façon exponentielle, après le déconfinement, les fameux 55 jours, mai, juin, juillet, oui. Aujourd'hui, on peut dire que 100% des chantiers ont redémarré. Quelques exceptions. Certains hôpitaux, certaines maisons de retraite, certaines écoles, certains particuliers qui ne veulent pas encore ouvrir, ou en tout cas, ce sont plutôt des chantiers déjà en site occupés. Aujourd'hui, le bâtiment a montré une forte résilience, un fort dynamisme, des valeurs de travail, de présence. Pourquoi ? Pour tirer l'économie française. Quand le bâtiment va, tout va, c'est la situation, mais c'est pas ça. En fait, c'est quand le bâtiment va, il entraîne le reste de l'économie. Et c'est ce que nous avons fait, c'était une demande forte du gouvernement. Nous l'avons fait, aujourd'hui nous voulons être récompensés. Et donc la récompense, c'est quoi ? C'est le plan de relance qui devait être annoncé mardi, qui est en retard. Tout à l'heure, le professeur Mouliard le disait. Notre plan de relance, lors de ma première conférence de presse, c'était le 30 juin. C'est-à-dire 2 mois et demi après. 30 mesures bien particulières. Aujourd'hui, évidemment, à force d'explications, et j'espère, il y a quand même 5, 6, 7, 8 mesures qui apparemment vont être déclarées jeudi prochain. Sur le logement, évidemment, on va parler que de logement. Le logement, le bâtiment, c'est 60% de l'activité, hein, avec moitié rénovation, moitié construction neuve. Donc, évidemment, c'est la grosse partie de tout ça. Rénovation énergétique, la lumière a été montrée sur le bâtiment, oui. Tout ce qui a été annoncé ce matin, nous, ce que nous voulons, la prime rénove, rénover l'ensemble des logements, et pas que les premiers déciles. L'ensemble des Français doivent rénover leur logement. L'ensemble des copropriétaires doivent aussi rénover leur logement. L'ensemble des propriétaires bailleurs doivent aussi avoir droit à la prime bailleur, à la prime rénove. Et j'irai plus loin, les résidences secondaires aussi doivent aussi permettre tout ça. C'est-à-dire l'ensemble de tout le bâtiment, tout le logement existant. Ça sera peut-être borné à border à mi-2021 jusqu'à 2022. Voilà. On ne demande pas des mesures pour 10 ans, 20 ans pour l'instant. On veut que l'activité relance très rapidement, donc sur la rénovation énergétique et le logement existant. Mais aussi, attention, moi, mardi après-midi, je vais voir le ministre de l'économie, je vous dis tout. Hein, quand je lui dis et la construction neuve, on en est où? Vous avez des propositions? Ben oui. Donc on y a été. Ce qui veut dire que j'espère que la semaine prochaine, jeudi, et j'espère que tout le monde sera plutôt content et tout le monde tire dans le même sens au niveau lobbying là-dessus, c'est que nous aurons des mesures pour la construction neuve, pour le logement neuf, pour les primo-accédants, sur le PTZ,
sur l'extension du Pinel, mais aussi sur nos propositions d'amortissement du logement, pour que en fait, le logement devienne une action économique à part entière, ce qui n'est pas aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup d'espoir sur ce plan de relance. Je me suis exprimé à plusieurs reprises. Madame Wargon est très volontaire, assez pratique, pragmatique. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de généralités, hein, un peu comme le discours il y a 3 jours du Premier ministre, qui, lors d'une intervention de rentrée d'1 heure, parle ni du bâtiment, ni du logement, ni de la rénovation énergétique. Transition écologique, ça reprend énormément de choses. Nous, on se bat pour ça. Nous, on bat pour la construction et pour le logement de nos concitoyens les plus modestes. Ce facteur social que j'ai en moi, que j'ai toujours démontré et en tout cas toujours défendu. Donc là-dessus, une attente très forte la semaine prochaine pour vraiment pas être déçus. Et nous avons des propositions vraiment très, très simples, très pratiques, pragmatiques, comme l'est le bâtiment et ses valeurs. C'est tard, mais pas trop tard. Trop tard, oui, le problème, le professeur Moulet l'a signalé, c'est le PLF 2021, ça veut dire quoi? Les annonces jeudi, on va en débattre tout l'automne. Monsieur Nogal est présent dans la salle, on a échangé tout à l'heure, donc il va y avoir des amendements, etc. Pourquoi? Pour une application au 1er janvier, 8 mois après la crise. Donc, évidemment, il y aura un temps de latence de 2-3 mois. Ça veut dire qu'on va passer 1 an sans rien. Moi, ça fait 3 mois que je m'exprime clairement là-dessus. C'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Encore la semaine dernière, on nous décale, on est entre nous, ça, il n'y a pas de journaliste, on peut le dire, on décale d'1 semaine supplémentaire l'annonce du plan de relance. C'est scandaleux. Moi, je le dis, c'est scandaleux. Parce que nos artisans, nos entreprises, nos TPE, nos PME et nos grands groupes. Justement, vous pouvez nous faire un état chiffré de leur situation. Hier matin, vous avez écouté, je parle souvent des qui me concernent aussi. Je suis une TPE, PME, voilà, Périgordine, mais aussi un peu Côte Basque, voilà. Nos grands groupes Bouygues et Eiffage ont annoncé hier moins 15%. C'est ce que nous signalions déjà dès le mois de juin. L'estimation 2020, moins 15% de chiffre d'affaires, avec des rendements dégradés, ralentis. Je ne vais pas vous faire un cinéma aujourd'hui, vous l'avez peut-être assez entendu, sur les surcoûts du bâtiment, la fourniture des masques, la fourniture de tous les équipements de protection individuelle pour le Covid. Pour nous, c'est 100 à 150 € par salarié par mois. Plus le ralentissement des chantiers, 5 à 15%, bien sûr, il y a des procédures. Bien sûr, on ne peut pas être à 7 dans une pièce, il faut qu'on ne soit plus que 2. Bien sûr, il ne peut pas y avoir une coactivité, etc. On a souffert de ça pendant plusieurs mois. On a demandé des exonérations de charges ou des réductions de charges. Aujourd'hui, on a une fin de non-recevoir. Il va y avoir vraiment un problème. Donc je pense que la semaine prochaine, les annonces seront vraiment favorables à l'ensemble du bâtiment. La FFB, aujourd'hui, c'est combien d'entreprises des bâtiments et quels sont vos pronostics à la fin de l'année? Qu'est-ce que vous voyez dans suppression d'entreprises en défaillance? Alors, dès le 30 juin, la FFB, c'est 50 000 entreprises réparties sur tout le territoire. Il y a le président qui est là, Sébastien d'ailleurs du 64, qui est présent avec Laurent, son directeur général, qui bosse très bien en 64. C'est une très bonne fédération du bâtiment, je tiens à le dire, et c'est pas pour leur passer à la brosse, c'est la vérité. 50 000 entreprises, 150 milliards de chiffre d'affaires par an, le bâtiment, et qui regroupe 1 500 000 actifs. Quand je dis 1 500 000, c'est vraiment les gens du bâtiment. Les gens du bâtiment annexe, la grande famille du bâtiment, c'est à peu près 2 millions de personnes concernées, sans compter les fournisseurs, etc. Le poids économique, entre 6 et 8% du PIB français. Ce qui est quand même, sans compter les TP, si on rajoute nos frères, nos cousins, ce qu'on veut du TP, on est à peu près à 9-10%. Donc quelque chose qui compte. On le sait notre parole compte. Le bâtiment en France, l'artisanat, 91% des communes ont au moins un artisan dans le bâtiment. Ce qui n'est pas forcément vrai, il n'y a pas forcément un boulanger, un épicier, mais là oui. À Bunus, 57% des salariés travaillent dans une boîte du bâtiment. On a le local de l'étape que j'ai rencontré avec grand plaisir, qui est Arnaud Castillon aujourd'hui, qui est à Saint-Palais avec une boîte, avec une entreprise, une très belle entreprise régionale mais locale. Voilà. Mais Arnaud, il a aussi beaucoup d'attentes avec la semaine prochaine. Ils se disent, si on n'a pas des annonces de relance efficaces pour le bâtiment, c'est 30 à 40 000 entreprises françaises de toute taille en danger, soit 120 000 salariés. Attention, 120 000 salariés, c'est quasiment 10% de l'effectif qui, au 1er janvier, sont en danger d'aller pointer à Pôle emploi. Si les mesures sont bonnes, si nous mettons tout le monde en activité rénovation énergétique et neuf plus tard,
évidemment, c'est aussi des devis, c'est des appels d'offres qui vont sortir dans les mois prochains. En 15 jours, on peut remettre 100 000 personnes au boulot. On peut monter notre activité apprentie de 60 000 à 100 000. C'est notre objectif d'ici 2023. Tout ça est possible. Et aussi récupérer des gens des secteurs beaucoup plus sinistrés que le nôtre, hein, qui sont totalement à l'arrêt. Et ces gens-là, on le voit depuis plusieurs années, le concret redevient à la mode. Eh bien, nous allons les accueillir, leur montrer que le bâtiment est innovant. Hein. On a aussi une commission intelligence artificielle dans le bâtiment. Hein. On n'est plus comme dans les années 30 ou 40 avec le sac de ciment de 50 litres sur le 50 kilos sur le dos, hein, bien sûr. Donc là, on sait faire. On va attirer des jeunes, on va attirer des jeunes adultes, à condition que là, on nous a bloqués. Il faut nous aider pour redémarrer. Merci beaucoup. Didier Ridoré, président de la SMA BTP. Quelle est votre analyse à vous? Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas où est Jean-Luc. Je voulais le remercier de m'avoir invité une dernière fois, puisque finalement, je vis mes dernières heures de président de la SMA BTP. Donc, je suis quasiment à la veille de terminer mon mandat. Donc, je voulais le saluer et le remercier pour toutes ces années durant lesquelles il a invité la SMA et bien évidemment les présidents de FFB. Merci Jean-Luc. Alors, pour être un peu l'observateur de deuxième rang, puisque je ne suis ni maître d'ouvrage public, ni maître d'ouvrage privé, ni président de la Fédération du bâtiment, je suis donc représentant d'une mutuelle d'assurance des entreprises et artisans du BTP, donc nous étions un peu en deuxième rang. Alors, le constat que je peux faire de cette période noire que nous venons de vivre, d'une part, c'est de constater que les entreprises et les artisans n'ont pas franchement été très préoccupés par leur contrat d'assurance. C'était, me semble-t-il, pas leur priorité. Leur priorité, c'était de savoir comment leur entreprise allait fonctionner, comment leurs compagnons allaient pouvoir travailler, et chez les maîtres d'ouvrage, privés comme publics, comment les chantiers allaient se terminer. Est-ce que les acquéreurs seraient toujours là? Comment les chantiers allaient être livrés? Donc l'assurance n'a pas été... Alors peut-être qu'ils ont tellement confiance dans la SMA BTP, dans la qualité de la solidarité que nous déployons, qu'ils ne se sont pas inquiétés. Mais nous avons donc pris la décision d'appeler directement nos sociétaires. Nous avons appelé à peu près plus de 22 000 sociétaires, maîtres d'ouvrage, artisans, entrepreneurs, et nous leur avons demandé quelles étaient leurs inquiétudes, quelles étaient leurs priorités. Alors, ce que j'ai pu constater, et je pense que c'est tout à fait à la gloire des entreprises comme des maîtres d'ouvrage, la première des questions, c'était la protection des compagnons et des personnes qui travaillaient sur le chantier. Je pense que ça a été vraiment très prégnant. Ils étaient très inquiets de savoir comment les compagnons et comment tous les intervenants à l'acte de construire allaient pouvoir passer, entre guillemets, entre les gouttes durant cette période. Je ferai juste une petite digression pour dire qu'il y a eu un arrêt trop brutal en France, à mon goût. Le constat que je peux en faire, c'est que ce soit les Espagnols, je pense qu'Alexandra connaît mieux que moi le sujet, que ce soit les Allemands, finalement, ils ne se sont pas arrêtés. Nous, paf, tout s'est bloqué. Et je pense que, évidemment, quand vous bloquez une machine comme celle de la construction, les redémarrages sont quand même très compliqués et très difficiles. Donc, autant dans les pays que je viens de citer, finalement, la fluidité a été de mise, autant chez nous, me semble-t-il, cet arrêt brutal, peut-être ces déclarations guerrières qui ont pu se faire à travers les ondes, ont figé peut-être davantage les acteurs de l'acte de construire. Chez nous, si je prends la comparaison, si je fais la comparaison avec d'autres pays. Donc, pour terminer le constat et le tour de tous ces appels téléphoniques que nous avons pu réaliser pour savoir comment les entreprises entrevoyaient et comment les maîtres d'ouvrage entrevoyaient l'avenir. Donc, la protection, l'inquiétude évidemment sur les trésoreries, ça a été dit par Alexandra, me semble-t-il, pas de facturation, pas d'argent, donc des trésoreries extrêmement impactées. Inutile de vous préciser, mais Olivier a dû le dire, que les trésoreries des entreprises de bâtiment ou des artisans étaient extrêmement faibles.
Ce ne sont pas des mois et des mois de chiffre d'affaires, hein. Ce sont parfois quelques semaines, même parfois des trésoreries négatives, donc c'est-à-dire des banquiers qui préfinancent en quelque sorte leur activité. Donc beaucoup d'inquiétude de savoir comment ils allaient sortir de cette période. Bon, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs qui ont permis d'avoir davantage de souplesse. Bien évidemment, on a arrêté toutes les relances, tous les impayés que nous avons pu constater. Nous avons également adapté les niveaux de facturation à venir de primes. On les a diminués de manière à tenir compte effectivement de cette baisse d'activité. Ça veut dire que vous les avez diminués de combien? Alors, ça dépend de type d'entreprise. Sur les petites entreprises, on a tout de suite fait des réductions sensibles de primes pour les flottes auto, puisque les flottes automobiles ont moins roulé, donc il était normal, devant une baisse de la sinistralité, qu'on répercute ces baisses de sinistralité, bien que nous avons pu malheureusement constater beaucoup de vols d'engins de chantier, et pas des petits engins de chantier d'ailleurs. Et de l'ordre de combien cette baisse alors sur le Je ne pourrais pas vous la quantifier parce qu'elle a été, selon le type d'entreprise, elle a été très variable. Mais bon, nous avons préféré aider les petites entreprises à passer ce cap. Donc ce sont elles qui ont été principalement les bénéficiaires de ces réductions de primes. Donc on a mis en place un certain nombre de dispositifs. Bon, malgré tout cela, puisque vous savez qu'en plus Bercy nous a appelés, hein, Bercy nous a dit, bon, les assureurs, forcément, vous êtes des gens très riches. Bon, ils n'avaient pas vraiment vu la baisse des marchés. Je pense que ça a dû leur échapper. On a quand même perdu beaucoup d'argent puisque les marchés se sont effondrés. Hein. Je pense que ça a été dit par Michel. Hein. Ça n'a quand même pas été... voilà, on a vécu comme des moments extrêmement compliqués et difficiles. Mais bon, Bercy nous a appelés. La Fédération française de l'assurance a mis la main à la poche. Je ne peux pas dire que, franchement, l'image des assureurs est sortie, malheureusement, grandie durant cette période, puisque bon, l'assureur apparaît comme une institution qui est riche, et au travers d'experts d'exploitation, mais peut-être j'y reviendrai sur votre deuxième question, l'image des assureurs n'est pas sortie, donc grandie, parce que beaucoup ont considéré que non seulement les assureurs étaient riches, mais en plus qu'ils ne jouaient pas le jeu, et que sur les pertes d'exploitation, eh bien, le compte n'y était pas, et que voilà, et il fallait que les assureurs s'achètent une nouvelle virginité pour avoir un blason certainement redoré. Voilà. Merci beaucoup Didier Rideret. Jérôme Terpereau, vous êtes le banquier. Pour le banquier, c'est un peu compliqué parce que là aussi, ça a commencé avant, comme le rappelait Michel Mouillard. Vous avez eu des restrictions sur le crédit, des ralentissements de production, et puis il a fallu ensuite affronter cette crise. Comment ça s'est passé pour vous ? Alors pour le financement de l'activité, il faut savoir qu'on est sur des niveaux extrêmement élevés. Donc on partait déjà sur des volumes très élevés. Alors c'est vrai que le marché se tassait. On n'a pas connu les dynamiques de croissance des dernières années qui étaient quand même fortement portées par ce qu'on appelle le rachat et la renégociation du prix, puisque on vit un cycle de baisse des taux d'intérêt depuis une trentaine d'années. Et aujourd'hui, il y a peu de banquiers qui ont connu des périodes de hausse des taux. Enfin, moi-même qui ai commencé il y a une trentaine d'années, la dernière fois que j'ai vu la hausse des taux, je crois que c'était l'élection présidentielle de 1995. Donc ça commence à faire. Donc on est sur des volumes élevés, mais en tout cas, pour ce qui concerne les caisses d'épargne, il y avait une dynamique quand même forte avant la crise Covid, puisque pour l'ensemble des caisses d'épargne, quand on regarde les chiffres à fin février, début mars, il y avait une croissance d'activité sur ce début d'année de 30%. Hein, donc c'était extrêmement important. Et c'est vrai que du jour au lendemain, quand on demande aux Français de rester chez eux, pour des raisons sanitaires, ben, ça a été dit hein, par d'autres intervenants de la table, tout s'arrête. Donc ça s'arrête pour tout le monde. Et donc ça s'est aussi arrêté pour les banquiers, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ben, les clients qui avaient les projets en cours, eux, ils se sont déroulés. Et ça a mis d'ailleurs un certain temps avant de s'éteindre. Hein. Quand on regarde la production du mois d'avril, la production du mois d'avril ne fait que moins 9% par rapport à celle d'avril 2019. Mais pourquoi ? Parce que c'est le phénomène d'écoulement. Quand le dossier est dans le tuyau, il poursuit son chemin.
Bon, il y a eu quelques petites difficultés avec les offices des notaires qui n'ont pas rouvert tout de suite, la signature électronique, voilà, il a fallu apprendre à travailler à distance, donc ça a posé quelques... Mais pour les gens qui avaient un projet mais qui n'avaient pas démarré les recherches, là tout s'arrête parce qu'ils ne peuvent pas visiter. Alors, les agents immobiliers ont fait des visites virtuelles, etc. etc. Donc, avant la crise sanitaire, tout se passait plutôt bien. La crise sanitaire, tout s'arrête. Il faut écouler les stocks, dont tout se passe bien. Et puis, en fin de compte, la chute, elle se fait surtout au mois de mai, où là, effectivement, il y a plus de 20% de baisse. Ça a été dit par le professeur Mouillard, c'est que le monde bancaire, entre-temps, depuis la fin de l'année de 2019, puis ça a été bien précisé au mois de février-mars par le fameux HCSF, qui nous dit attention, vous faites beaucoup de crédits immobiliers, êtes-vous sûr d'être bien prudent? Donc ça serait bien d'être attentif sur vos critères d'octroi du crédit. Et là-dessus, ils ont 2 points d'attention. Un, la durée des crédits, puisque c'est vrai qu'en France, traditionnellement, le crédit immobilier est à taux fixe, dure 15 ans, et on considère qu'il ne faut pas que ce qu'on appelle le taux d'effort, c'est-à-dire le coût de la dette immobilière rapporté revenu, dépasse 1/3 des revenus. Et ça, clairement, ça va créer aussi un élément de frein, parce que, bon, alors là, ce que disait le HCSF, c'est qu'il ne faut pas faire de crédit à plus de 25 ans. Alors ça tombe bien, parce que ce n'était pas trop la pratique, donc ça pose pas un problème. Mais sur le taux d'effort, et ça a été très bien expliqué, effectivement, le taux d'effort des Français pour l'immobilier ne fait que grimper. Alors nous, on utilise un autre critère qui s'appelle le reste à vivre, parce qu'un taux d'effort, c'est une chose, mais on sait tous qu'en fonction de où on habite sur le territoire, quand il reste 1/3 des revenus, si j'habite à Paris, si j'habite à Bordeaux, si j'habite à Bunus, c'est pas tout à fait la même chose. Donc par contre, est-ce qu'il me reste 500 € par unité de consommation pour vivre ou pas? Ça, c'est important. Donc là, on a un petit désaccord avec, moi j'appelle ça le régulateur, c'est-à-dire le Bercy plus la Banque de France et la CPR, moi j'appelle ça le régulateur. Donc le régulateur nous dit, eh bien, vous ne pouvez produire que 15% de votre activité en dehors des recommandations de bonne gestion qu'on vous a décrites. La difficulté, c'est que pour un établissement comme le mien, aujourd'hui, quand je prends leurs critères, je produis un peu plus de 25% en dehors des clous. Et le HCSF nous dit, mais attention, parce que si vous produisez trop en dehors des clous, eh ben, on va vous demander de mettre plus de capital pour faire la même quantité de crédit. Donc ça va créer un frein. Et aujourd'hui, vous produisez vraiment 25% en dehors des clous? Bah oui, parce qu'on ne refroidit pas la machine comme ça. Je veux dire, voilà, je veux dire, donc on va devoir ralentir la machine, pas pour le plaisir de la ralentir, parce que nous, on considère que nos critères d'octroi sont performants. Contrairement à la crise de 2008, où il y a eu le problème américain, en France, les banques n'ont jamais provoqué de crise immobilière parce qu'elles ont surendetté les ménages. Et d'ailleurs, dans la note que m'a communiqué le professeur Mouillard, je crois que c'était début de semaine, ou la semaine dernière, je ne sais plus. D'ailleurs, il le dit bien, puisque le nombre de ménages surendettés ne fait que baisser. Donc, le surendettement aujourd'hui... Et il y a peut-être aussi d'autres sources que l'endettement dû à l'immobilier. Donc ça, oui, ça va créer un frein, mais je pense qu'aujourd'hui, on ne l'a pas encore totalement vu. Alors on commence à voir des papiers dans la presse, on dit, eh bien, si vous n'avez pas d'apport, vous ne pouvez plus emprunter. Donc on voit que le phénomène est larvé, mais je confirme que ça va monter en puissance. Et dans votre stratégie par rapport au risque, l'impact de la crise sanitaire sur l'économie, le chômage, etc., est-ce que ça vous pousse, comme certains le disent, par exemple, les courtiers, à resserrer vos critères sur le risque de crédit, sur l'investissement locatif, sur le taux d'apport? On entend dire que les banquiers sont quand même de plus en plus frileux. Alors moi, je vais vous dire, en toute transparence, je n'ai pas changé les critères d'octroi dans ma caisse d'épargne depuis le déconfinement. On n'a rien changé. Parce que c'était déjà très strict avant, c'est ça? Je ne sais pas si c'était... Pardon, depuis le déconfinement, pardon. Non, mais est-ce qu'il y a le 1er septembre qui arrive? C'est pour ça se mélange dans ma tête. Donc non, on n'a pas du tout resserré les critères sur ce que nous, on appelle la solvabilité de l'emprunteur. Alors peut-être qu'ils étaient déjà... stricts, c'est pas ce que nous dit le HCSF. Donc, oui, moi, je considère qu'ils sont plutôt raisonnablement
concordant avec l'environnement, mais il est évident, et ça on ne l'a pas encore vu, hein, mais je pense qu'il est devant nous, qu'effectivement, il va y avoir une crise économique qu'on ne voit pas encore, parce que l'État a quand même pris un certain nombre de mesures qui permettent, ce que moi j'appelle de gérer le temps, mais j'ai bien entendu les autres intervenants qui disent « bah oui, mais ça prend un peu trop de temps, donc à un moment, il va quand même falloir se mettre dans l'action, parce que le fait d'avoir mis en place les PGE, qui a apporté de la trésorerie, le fait pour les banquiers d'avoir créé des reports des échéances de crédit pendant 6 mois, pendant 12 mois, bah à un moment donné, ça va reprendre tous ces besoins de trésorerie des entreprises. Donc si le plan de relance tarde, effectivement, là, ça va être encore plus compliqué. Mais c'est sûr que nous, on commence à se préparer au fait que le taux de chômage va monter, donc la sélectivité, elle risque effectivement d'être un petit peu plus exigeante, au-delà même du HCSF, quoi. Oui, vous avez déjà de la marge pour arriver aux conditions du HCSF. C'est ça. Le durcissement. Donc il risque d'y avoir un double effet. Des conditions de crédit encore plus important que celui qu'on voit depuis quelques mois. Il peut y avoir ce double effet. Maintenant, moi, j'ai demandé des chiffres très récents. Le crédit immobilier, le revenu moyen d'un emprunteur seul, 32 000 euros. Là où il y a un co-emprunteur, 56 000 euros. Donc vous voyez qu'on dit en France, les banques prêtent qu'aux riches. Bon, ouais, des chiffres qui montrent que... Et puis surtout, les taux d'intérêt sont extrêmement faibles. Aujourd'hui, vous faites un crédit immobilier à 15 ans, c'est 1,2%. Hein, donc on n'est pas non plus dans la situation de la crise d'il y a 10 ans où on avait un président de la Banque Centrale Européenne qui a eu la bonne idée au mois de juin de monter les taux, hein, qui était à plus de 5%. Donc ça, c'est un phénomène qui génère quand même aujourd'hui une forte appétence des Français pour l'immobilier. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après le déconfinement? En juin, on avait retrouvé quasiment le niveau de production du mois de juin de l'année dernière. Et là, quand je regarde les chiffres de juillet, et puis quand je regarde les premières semaines du mois d'août, eh bien, on a fait 50% de plus de crédit immobilier que l'année d'avant. Donc l'appétence des Français pour le logement... Alors, est-ce que parce que c'est la crise, et on se dit il faut mettre son argent... investir dans la pierre, parce qu'on est français, on est latin, on aime la pierre, ou est-ce que vraiment il y a des besoins de... Bien sûr, il y a des besoins de logement, de résidence principale, mais l'appétence est là, l'environnement de taux est extrêmement favorable. Maintenant, on va se heurter par ce qui a été dit à l'instant, c'est tous les délais que moi je qualifie d'administratifs, c'est pas péjoratif, mais effectivement, nous on a vu des maires nous dire très clairement au printemps 2018... au printemps 2019, je ne vais pas délivrer un permis parce que j'ai une échéance importante au printemps 2020. Et comme tout a été gelé pendant la période de confinement, voilà, et j'ai bien entendu qu'il fallait 7 ans pour aller sortir un produit immobilier. Ça va être extrêmement compliqué de se dire que ça va aller vite, sauf à ce que d'un seul coup, tous ces délais administratifs se réduisent et puis... on se retrouve avec des maires qui disent « oui, il faut bien que je loge les habitants de ma commune ». Donc, avec tous les déficits qu'on connaît. En tout cas, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours une très forte appétence des Français pour le logement. Donc là-dessus, au moins, sur la demande, je pense qu'elle sera là, avec la seule incertitude qui est quelle va être la conséquence de la crise économique sur le taux de chômage. Parce que ça, de fait... on va se retrouver avec une partie de Français qui n'auront plus les moyens de devenir propriétaires. Est-ce que vous observez une augmentation de la sinistralité des dossiers là, ces derniers mois? Pas du tout. Pas du Alors tout. ça, c'est un paradoxe qu'on vit un petit peu en tant que banquier. C'est que... Alors, faut bien aussi voir dans quel contexte juridique on est, hein, puisque toutes les procédures collectives, donc je dirais tous les dispositifs de sauvegarde d'entreprise, d'activité des tribunaux de commerce, a été totalement gelé. Hein, et ils ont redémarré, je crois, le 24 août. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez qu'en France, malgré la crise économique qui va arriver, mais c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on ne la voit pas venir, on a vécu que ce paradoxe où le nombre de défaillances d'entreprises a chuté. Mais parce qu'en fin de compte, toute l'activité liée
aux tribunaux de commerce, etc., étaient totalement stoppées. Nous, par exemple, toutes nos actions judiciaires face aux impayés ont été gelées jusqu'au 24 août. Donc, à partir de maintenant, on va voir comment ça se déroule. Mais aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'immobilier, même au niveau des défaillances d'entreprise, au contraire, on assiste à une baisse du coût du risque. Mais je pense que malheureusement, c'est un phénomène de rétention. Et que quand ça va se réouvrir, là, ça reste quand même une certaine inconnue, quoi. Merci beaucoup, Jérôme Terpereau. Alors, on a fait un état des lieux, diagnostic de la situation. On va passer aux points de blocage qui peuvent contrarier une reprise solide et durable. Alexandra, alors dans les points de blocage, qu'est-ce que vous avez identifié ? Bon, j'ai essayé de faire le point un petit peu sur ce qui pouvait, à partir du moment où ce qu'a proposé la ministre se réalisait, un certain nombre quand même de points assez positifs qui ont été annoncés en filigrane dans son propos de tout à l'heure. Si tout cela arrivait, qu'est-ce qui pourrait malgré tout contrarier la reprise ? Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, des annonces brièvement qui vous plaisent à l'AFPI ? Bon, nous, les promoteurs, on produit des logements, donc avant tout, on signe des terrains et on dépose des permis de construire. Donc j'ai bien entendu sa volonté d'accélérer le processus d'instruction des permis. J'ai entendu sa volonté d'accélérer les processus de digitalisation. J'ai entendu que le neuf allait être non pas oublié, mais au contraire priorisé en même temps que la rénovation, ce qui est important pour l'ensemble des territoires, etc., etc. Donc il y a effectivement là-dedans un certain nombre de choses qui sont positives pour accélérer la reprise. Il y a quand même une chose, c'est que quand on est... des choses que vous auriez voulu entendre ? Quand on est ministre du Logement, on a certes un pouvoir important, mais enfin on n'a quand même pas tous les pouvoirs. Il ne faut pas oublier que l'urbanisme est décentralisé dans ce pays et que les clés d'urbanisme sont dans les mains des élus locaux et des maires. Et moi, je crois qu'il y a un risque majeur, c'est que si nos élus locaux n'ont pas les moyens financiers et les ressources nécessaires pour mettre en œuvre cette politique localement, pour développer, c'est bien que quand on produit du logement, il faut produire du service, il faut produire du commerce, ça coûte de l'argent. Si les élus locaux ne sont pas aidés et accompagnés pour le faire, le risque, c'est que rien ne se produise sur les territoires. Donc il va bien falloir aider les maires bâtisseurs et les inciter à produire et les accompagner financièrement. Ça, c'est à mon avis une des premières nécessités et un des premiers risques. Je crois que le deuxième risque, c'est que, imaginons collectivement que finalement la pandémie ne dure pas très longtemps, qu'un vaccin soit trouvé, et que finalement, après toutes ces belles énergies qu'on a développées, ces belles idées, on finisse par repartir comme avant. C'est ça le risque que je vois, c'est qu'on n'en profite pas pour déréguler, déréglementer, pour digitaliser, et qu'on n'essaye pas collectivement, après cette prise de conscience, si elle est bien réelle, pour passer à l'acte. Et que finalement, on se dise, allez, il n'y a plus de pandémie, il n'y a plus de risque sanitaire, donc laissons tomber tout ce qu'on a pu identifier comme blocage. C'est cette espèce de cohérence, de pertinence. Il faut qu'on ait les uns et les autres, à la fois individuellement, chacun dans nos fédérations, mais aussi collectivement, pour qu'on soit cohérent dans nos attitudes et dans les travaux qu'on conduit. Donc il me semble que c'est important de rester là-dessus et de faire comme si ça allait durer et de profiter de cette crise pour agir. Je pense qu'un des risques, c'est que finalement sur le terrain, le neuf soit malgré tout un peu délaissé. Moi, je suis quand même un petit peu inquiète parce qu'on n'est pas comme en 2008-2009 avec de l'argent. En 2008-2009, on avait de l'argent, l'économie est repartie très très rapidement, effectivement, mais on n'était pas dans la même situation financière. L'État n'était quand même pas dans la même situation financière. Aujourd'hui, pour faire repartir deux pans de l'activité économique qui sont importants, celui de la rénovation de bâtiments ou celui du logement neuf initié, conduit par les promoteurs du logement privé comme du logement social, et bien souvent en symbiose, il faut quand même de l'argent. Et j'espère que les annonces qui sont faites ou qui seront faites la semaine prochaine seront effectivement suivies des faits, parce que sinon ce sera catastrophique, non seulement en termes économiques, parce que là, c'est une industrie, et Olivier Savon l'a rappelé, c'est une industrie à part entière,
mais ce sera surtout préjudiciable pour l'espoir qu'on a donné à nos concitoyens que les choses allaient changer. Vous ne pouvez pas dire aux gens, on a bien compris votre problème, on a bien compris que vous étiez finalement pas si bien logé que ça, peut-être pas à l'endroit que vous avez souhaité l'être, et puis leur dire, écoutez, finalement, on ne peut pas, quoi. On n'a pas les moyens, on n'a pas l'argent, ou dans certaines villes, on n'a pas envie, et donc, voilà, vous allez rester chez vous parce qu'on ne sait pas faire. Donc je crois qu'il y a aussi un devoir très important. Un autre risque que je vois... et j'arrêterai là, parce qu'il y en a quand même pas mal, c'est finalement de s'engouffrer, il y a eu pas mal de débats ce matin sur le foncier, de s'engouffrer dans le ZAN, et puis de ne pas définir comment on va faire autrement. Dire, on ne va pas artificialiser les sols, il ne faut pas le faire pour telle et telle raison, souvent des bonnes raisons. Mais alors, comment on fait ? C'est-à-dire qu'on sait dire comment on ne va pas produire, comment il ne faut pas faire, mais on dit assez difficilement dans ce pays comment il faut faire. Et là, c'est le sujet, par exemple, de la gestion de la promiscuité. La crise a bien révélé des sujets sur la promiscuité des gens, mais pour autant, ce n'est pas un sujet de densité. On ne va pas arrêter, au contraire. Il me semble que le projet commun que nous avons de réintégrer la nature en ville pour nous protéger les uns les autres, c'est bien le sujet d'élever nos bâtiments, de libérer de l'espace au sol et de réintégrer cette nature. J'avais un échange assez intéressant avec Jean-Luc Moudin, qui il n'y a pas très longtemps, en métropole de Toulouse, qui a un projet de parc urbain dans sa ville. Et c'est formidable, un parc urbain dans la ville. Alors, certains... Si vous avez envie d'être primaire dans le raisonnement, vous dites non, il faut mettre des logements. Mais je dis non, il faut mettre les deux. Mettons un parc urbain et générons de la qualité urbaine dans la ville de manière à mettre des bâtiments autour qui génèrent une valeur foncière, une valeur surtout affective, une valeur verte. À quand demain la valorisation des terrains par la valeur réelle qu'ils ont, protection de la santé, résilience, espace vert, gestion de la biodiversité, gestion de la promiscuité, etc. Donc voilà les défis que les promoteurs aujourd'hui ont à relever. On n'est pas les seuls, je crois qu'on est autour de cette table à montrer que collectivement on est animé par la même volonté, mais il faudra la démontrer sur le terrain. Et c'est souvent ce que j'ai dit aux quelques nouveaux élus que j'ai pu rencontrer en France, qui sont aussi des élus à tendance écologique et qui ont évidemment avec eux tout un bagage comment dire, à la fois de bonne volonté mais d'expérience aussi, et puis d'une vision différente à laquelle qu'il faut essayer de comprendre. C'est leur dire on vous verra à l'œuvre et on verra, et j'espère et je leur souhaite de réussir après les quelques semaines d'attentisme qu'on peut pas comment dire, dont on peut pas les rendre illégitimes. Il faudra voir comment est-ce qu'ils mettent ces idées-là en œuvre, comment est-ce qu'ils font pour produire les logements à la hauteur des besoins qu'on a définis, et comment est-ce qu'ils réussissent ce défi dans un délai record, puisque, c'est pas moi qui l'ai dit, mais il y a eu un délai de 100 jours qui a été annoncé, puis de 600, c'est pas des délais auxquels on est habitué dans notre métier, donc j'espère qu'ils arriveront à relever ce défi. Les associations, les fédérations que nous sommes, que ce soit bâtiment, promotion, logement social, sommes pleine de bonne volonté, mais on n'a pas les clés dans les mains. Donc on sera les acteurs accompagnants. On pourra être tout à fait positif dans cette manière de faire, mais on n'a pas les clés pour faire. Donc je veux quand même rappeler que les élus locaux ont un pouvoir absolument colossal, et à mon avis, il va falloir les aider, notamment en dérégulant, parce que si vous restez dans le carcan des PLU aujourd'hui que nous connaissons, les sujets d'emprise au sol, par exemple, les sujets de retrait, les sujets de prospect, vous interdisent, par exemple, bien souvent, de faire des balcons de plus de 80 cm. Quand on veut être pragmatique et concret, c'est ça le problème qu'on a. Vous appliquez le PLU bêtement, vous appliquez les bandes les bandes de construction, et vous ne pouvez pas faire vos balcons, et vous faites 80 cm et vous ne pouvez pas en sortir. Donc je crois qu'il y a un vrai sujet aussi à discuter avec les élus pour voir comment on peut sortir de ce carcan qui nous empêche de faire véritablement du développement durable. Merci. Emmanuel Cos, de votre côté, les risques et ce qui pourrait contribuer à l'élever. Bon, déjà, le premier blocage, c'est quand même les atermoiements. Olivier Saleron l'a dit, mais je crois que la première sollicitation qu'on a eue de différents ministères sur nos idées sur le plan de relance, c'était fin mars. Fin mars, quoi. Enfin, oui, c'est... Non, mais quand même. Et voilà, l'Allemagne a fait son plan de relance à la fin du mois de juin. Cet été, on était tous actifs. Et en plus, pour rien vous cacher, même si j'ai noté ce qui va être annoncé, on a quand même compris que la question du logement n'est pas le sujet phare du plan de relance à 100 milliards. Moi, ce qui me sidère toujours un peu, parce que c'est pas comme s'il n'y avait pas un problème de mal logement dans notre pays.
c'est ça qui est incroyable. C'est que justement cette crise du Covid ou de la Covid devrait nous permettre d'en profiter pour justement essayer de prendre à bras-le-corps des sujets qui minent l'économie de notre pays, mais qui minent aussi les sujets sociétaux. La crise des Gilets jaunes, je vous rappelle quand même que c'est un sujet aussi de comment on vit dans une société, notamment en périphérie, loin des services publics, et comment les prix de l'immobilier jouent un rôle de centrifugeuse sociale terrible. De la même manière que moi j'ai bien entendu, d'ailleurs je pense, j'ai pris quelques noms, j'ai bien entendu certains élus expliquer qu'il fallait maintenant faire des politiques prioritaires pour les travailleurs clés de la ville, de la métropole, celles et ceux qui étaient en première ligne. Ces mêmes élus sont ceux qui m'expliquent qu'ils ne veulent pas de logement social parce que quand même il ne faut pas des pauvres et qu'un smicard c'est pas dans sa ville. Sauf que les travailleurs clés de ce pays, c'est ceux qui gagnent le SMIC aujourd'hui. Et je rappelle quand même que le revenu médian des Français, c'est le revenu médian, j'ai un peu oublié au niveau national, mais quand même, on est sur des salaires qui sont à 1 700 € dans mon souvenir, à peu près, à quelques centaines d'euros près. Mais, donc à moins de 2 000 €. 1008. Donc c'est peut-être 1008 parce que je n'ai pas les derniers chiffres. Mais si je dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est justement capable, dans un plan de relance, d'axer des politiques, et là je ne parle pas de sujets sectoriels entre le logement social, le logement privé, tout ça. Notre cible quand même, c'est de loger nos concitoyens. Donc il faut qu'on ait ces mesures-là. Et je ne vous cache pas que je ne suis pas certaine que mardi prochain, j'ai une grande satisfaction, même si j'ai entendu des mesures intéressantes, évidemment sur la rénovation, auquel la simplification des agréments, enfin d'accord, tout ça, mais moi mon sujet il n'est pas là. L'État a baissé les aides à la pierre depuis 3 ans, on n'arrive plus à faire du logement social et je prends ma part, puisque les aides à la pierre avaient déjà baissé quand j'étais ministre, donc j'assume aussi malheureusement ce qui s'est passé par le passé. Mais si je dis ça, c'est que c'est très difficile aujourd'hui de sortir du logement abordable, et pourtant c'est ça qu'on doit faire. Et y compris si nous étions offensifs, je veux dire collectivement, il faudrait qu'on se lance maintenant, parce qu'il faut qu'on soit prêt à avoir du logement abordable quand des gens vont être en défaillance financière. Ça va être petit à petit, notamment, je pense, dans les mois qui viennent. Par exemple, quand on voit le poids de l'aéronautique dans la région Occitanie et qu'on voit les annonces qui sont faites, il va y avoir de la défaillance dans cette région-là. Il y a des gens qui vont être en très grande difficulté. Et moi, je sais très bien ce qui va se passer. C'est qu'à la fin, les collectivités vont demander aux bailleurs sociaux en urgence d'aller construire des programmes pour permettre de sauver des personnes. Et évidemment qu'on le fera. Mais on le fera sur quoi? Sur nos fonds propres. Parce que, je ne vous cache rien, mais je pense que mardi, on n'aura aucune annonce sur l'histoire d'un arrêt de la RLS. On n'aura pas d'annonce, je pense, sur ou peut-être on va nous proposer de réallonger encore des prêts de la Caisse des dépôts. Enfin, là, maintenant, on peut les prêts des programmes du logement social sont déjà sur tellement long que, franchement, voilà. On ne va pas avoir une augmentation des APL, donc on ne va pas mieux solvabiliser nos locataires. Et d'ailleurs, on ne sait toujours pas si la réforme actuelle des APL va s'appliquer ou pas. Pourquoi il y a quand même un 1/6 des bénéficiaires des APL qui peuvent être impactés de manière défavorable par cette réforme. Donc, vous voyez, on est quand même aujourd'hui dans ce sujet-là. Néanmoins, vous savez que moi, je suis toujours très optimiste. Donc, je pars du principe qu'il faut évidemment qu'on puisse continuer à avancer. Et de toute façon... même si on n'a pas de meilleure situation financière ou même, on va dire, législative, on parle des questions de simplification, il faudra continuer à proposer du logement social dans toute la gamme, plus la question de l'accession sociale à la propriété. Ce matin, beaucoup ont parlé de la question de la production des organismes fonciers solidaires. Certes, c'est récent. Ça date la mise en œuvre de 2016, mais quand même, enfin maintenant, c'est pas juste c'est pas un gadget. Hein. On a déjà plusieurs milliers de logements qui sont sortis en OFS et on est quand même parti pour faire de la programmation de plus en plus forte. Je vous dis ça parce que c'est quand même un des moyens de justement accompagner le logement abordable et aussi de tenir les prix au point de vue local. En tout cas, ça va être un sujet. Le second sujet, je voudrais reprendre les termes qu'a employé Alexandra parce que je les partage totalement. C'est la question de la promiscuité et celle de la densité. Parce que moi, je suis parisienne, mais alors une vraie parisienne. Hein, j'y suis née, j'ai grandi, j'ai travaillé, voilà. Et je me suis confinée à Paris. C'était pas mal d'ailleurs, parce qu'en fait, il n'y avait personne dans Paris, même si ça posait d'autres questions sociales très fortes. Mais c'est pas la vie en appartement qui pose problème en confinement, c'est la promiscuité et le manque d'espace. Je vous assure que des gens confinés dans un 400 mètres carrés, ils l'ont pas mal vécu, le confinement.
La question, c'est la promiscuité. Et promiscuité, c'est pas la même chose que densité. Et sincèrement, et vous savez, je suis écologiste, j'ai dirigé un parti écologiste. Moi, je ne veux pas qu'au nom de l'écologie, on utilise l'écologie comme un cache-sexe pour refuser de construire. Parce qu'aujourd'hui, on peut construire en respectant, d'une part, l'environnement, en faisant mieux, en réutilisant des friches, et notamment la densité, c'est un moyen de faire mieux. Une ville dense, c'est une ville qui est beaucoup plus sobre. Notre problème qu'aujourd'hui, c'est que nos villes, elles ne sont pas du tout denses. Contrairement à ce qu'on dit, les hauteurs sont très faibles. Et je ne vous parle pas de construire des bâtiments à R+8, mais quand vous voyez, y compris à Paris, ceux qui ne connaissent pas, dès que vous sortez de Paris, vous sortez, quand vous traversez le boulevard périphérique, vous passez de R+6 à R+2. Donc c'est immédiat. Travailler sur seulement un étage, passer d'un étage supplémentaire dans plein de constructions, je parle d'un étage, de passer de 2 étages à 3 étages, vous réduisez énormément de sujets. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que derrière ces enjeux de densité, on a surtout la question de l'accès aux services publics. Et que limiter la consommation foncière et donc l'étalement urbain, c'est aussi en même temps, il va falloir travailler justement à offrir des espaces de vie qui soient corrects, où on n'ait pas ce sentiment très fort de promiscuité. Mais je pense qu'il faut qu'on ait un débat courageux là-dessus. Et moi, je vais vous le dire, je l'ai d'autant plus que, étant foncièrement écologiste et pensant vraiment qu'on a aussi urbanisé n'importe comment, notamment sur la question des zones commerciales depuis fort longtemps, on peut faire évidemment on peut faire totalement différemment. Mais il ne faut pas non plus, et je le vois, hein, aujourd'hui on utilise les arguments, notamment de la protection de la planète, pour refuser du logement social. Enfin, sincèrement, c'est les mêmes élus qui avant ne voulaient pas faire de logement social parce qu'ils ne voulaient pas de pauvres. Donc il faut faire très attention à cette mutation du discours qui arrive là. Parce que la protection de la planète et les mesures qu'on doit prendre pour les générations futures ne peuvent pas faire l'impasse sur la question de la justice sociale et la question du droit à la ville. Et il faut avoir aujourd'hui le courage d'avoir ce débat, y compris dans des enceintes politiques. Je pense qu'une des difficultés, c'est que depuis 3 ans, on n'a pas de débat sur le logement. Enfin, si on en a un, ça a été celui pour expliquer que les bailleurs avaient trop d'argent, qu'il fallait leur en prendre, expliquer que les promoteurs se faisaient des marges qui n'étaient pas bonnes, et qu'en gros, voilà, il y avait... Enfin, je ne vais pas reprendre les éléments de langage qui m'ont horripilé pendant longtemps, parce que sur l'histoire des 40 milliards, etc. etc. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui fait société, c'est aussi comment on est capable de construire un vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, il n'existe pas si les gens n'ont pas de chez soi. Donc... je pense qu'aujourd'hui, la faiblesse du discours politique, j'incrimine personne en disant ça, mais je veux dire globalement, sur les enjeux du logement, et j'aurais pu citer ce qui a été raconté pendant le débat national sur le logement, qui m'a aussi bien horripilé, et beaucoup de mes camarades. Mais voilà, cette absence-là, je pense que c'est ça qui nous bloque le plus. Parce que vous voyez ce que raconte Olivier Saleron, où dans un discours d'1 heure devant le MEDEF, on ne parle jamais de ces sujets-là, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'aimerais que cette crise, on prenne quand même l'opportunité justement pour faire mieux, au-delà des enjeux partisans. Mais ce qui se passe mal dans notre... Enfin, un des sujets qui remonte très fort quand même, c'est que beaucoup de gens, se loger aujourd'hui, c'est souvent une bataille, quels que soient ses revenus financiers. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à ramener de l'apaisement. Et pour ça, il faut mener cette bataille du logement abordable. Ça voudra dire, et j'en conclus là-dessus, pour finir, que... on a aussi besoin d'un peu de pérennité et sincèrement, c'est pas trop le cas quoi. Depuis quelques années. Je pense que les politiques de stop and go sur le logement, je parle même pas sur la rénovation énergétique, mais il y a un moment, c'est totalement délétère. Hein. Et moi-même, je m'y perds, alors que je pense que je maîtrise un peu quand même les enjeux. Merci beaucoup. Didier Ridoré, votre métier, c'est de lister les risques. C'est quoi les points de blocage pour vous? Alors, pour l'assureur, bon, ils ne sont pas colossaux. Hein. Je pense que j'en vois principalement 3, dont un déborde un peu peut-être de mon sujet, de mon cadre. Mais pour l'assureur en tant que tel, il y a aujourd'hui pour l'employeur un risque important qui est la faute inexcusable de l'employeur. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont préoccupés par leurs responsabilités, bien évidemment, en renvoyant leurs compagnons travailler sur les chantiers. Et si demain, il y a un agent de maîtrise, un compagnon qui se retrouve malheureusement avec le Covid, qu'est-ce qui se passe pour eux? Et ça, pour les chefs d'entreprise,
Alors même si notre mutuelle a pris à bras-le-corps ce sujet au travers de ses garanties, puisque la garantie est acquise, il n'empêche que dans l'esprit des chefs d'entreprise, c'est très extrêmement prégnant. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un sujet sur lequel les assureurs, me semble-t-il, vont devoir travailler. D'ailleurs, il me semble que le gouvernement a pris le sujet également avec sérieux. C'est celui des pertes d'exploitation. Vous savez que ça a fait grand bruit, bon, alors plus dans le secteur de la restauration que dans le secteur de la construction. Mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui se sont dit, mais finalement, on travaille et notre assureur ne garantit pas nos pertes d'exploitation. Bon, alors en matière d'assurance, pour les entreprises de construction qui travaillent, il faut bien dire, souvent chez leurs clients, donc qui ne travaillent pas forcément dans un environnement clos, dans un atelier, sauf certains métiers comme la métallerie ou la menuiserie, où effectivement ils ont des activités de fabrication. Il y a donc peu d'entreprises qui souscrivent ces pertes d'exploitation. Mais quand elles sont systématiquement, quand elles sont souscrites, liées à des dommages matériels. C'est l'atelier du métallier ou du menuisier qui brûle. Et effectivement, s'il a souscrit la perte d'exploitation, paf, eh bien, il sera indemnisé sur ces pertes. Sur les autres métiers, on l'a vu, ça a été un peu compliqué puisque eh bien, ces pertes d'exploitation n'étaient pas forcément couvertes, elles n'étaient pas obligatoires. Certains métiers, donc les restaurateurs, certains avaient souscrit des pertes d'exploitation. Bon, les compagnies d'assurance, il faut bien dire, ont joué un peu au chat du jeu, du chat et de la souris, à savoir qu'elles n'ont pas vraiment indemnisé. Certains sont allés au contentieux, elles ont perdu d'ailleurs, il faut bien dire. Et donc tout ça, ça a créé finalement, me semble-t-il, un mauvais climat et on a besoin de clarifier ce sujet des pertes d'exploitation de manière à ce que les entreprises soient totalement sereines de ce côté-là. Après, sur un autre point que je vois sur les blocages, mais je sors un peu de mon sujet, bon, c'est celui de la confiance. Je pense qu'on a... il y a un vrai problème de confiance. Et la confiance, comme vous le savez, ça ne s'achète pas, ça ne se décrète pas, finalement, ça se construit au fil du temps. Alors, bon, j'ai un peu d'ancienneté dans ce monde de la construction. Et finalement, on a essayé beaucoup de choses. D'ailleurs, comme l'a dit Emmanuel, parfois on s'y perd. Tellement les sujets sont complexes, tellement les réglementations sont complexes et changent. Et il y a finalement quelque chose qu'on n'a jamais essayé trop, c'est la stabilité. Et me semble-t-il, avoir une règle stable, je crois que ce sont nos amis allemands qui ont mis en place finalement des dispositifs qui sont pérennes depuis des dizaines d'années. Rien ne bouge, enfin, sont adaptés à la marge, mais finalement, sur le fond, rien ne bouge. Eh bien, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus efficace et ça permet de construire cette confiance dont on a besoin pour faire du business, parce que finalement, la construction, c'est du business aussi. Alors, peut-être pas forcément dans le logement social complètement, quoique, mais il y a des équilibres économiques aussi à trouver dans le logement social. Donc, ce business, eh bien, on fait du bon business quand il y a cette stabilité. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait finalement creuser et essayer de mettre en place. Je ne dis pas que c'est facile, mais je pense que ça vaudrait la peine que l'on essaye. Je n'ai pas l'impression qu'on ait essayé beaucoup ces dernières années. Voilà. Merci beaucoup Didier Ridoret. Olivier Saleron, quel risque vous pointez Eh bien, Didier, en bon bâtisseur, m'a soufflé le mot instabilité. Vous savez que chaque PLF de fin d'année, il faut attendre le 20 décembre pour savoir à quelle sorte vont être mangés non seulement les particuliers, non seulement les entreprises, mais aussi les investisseurs. Donc cette instabilité, depuis des années ou des dizaines d'années, est la raison de la non-massification de tout ce que l'on veut faire, la rénovation, mais aussi la construction, etc. Donc là-dessus, c'est la première des choses. C'est un frein. Le deuxième frein, on sort du logement, du bâtiment, c'est une espèce de confinement bis, c'est-à-dire l'imposition non seulement des masques en entreprise, dans toutes les entreprises, sur tous les chantiers. 80%, je me répète, 80% des chantiers seraient concernés, parce qu'un espace clos, à partir du moment où on a mis les fenêtres
sur une construction neuve, on est en espace clos. Donc là-dessus, ralentissement, je ne vous refais pas les surcoûts, mais c'est exactement la même chose. Et puis, pour nos bureaux d'études, pour nos bureaux, c'est du télétravail. On n'a pas parlé de télétravail aujourd'hui, enfin en tout cas tout de suite, ce qui veut dire un fort ralentissement. Non seulement, je ne dis pas pour nos entreprises, parce que nos entreprises, même les plus petites, en télétravail, ont travaillé et sont revenus relativement souvent au bureau parce qu'on a su évoluer et être agile rapidement. Mais je parle surtout pour l'administration. On a parlé des permis de construire. Ralentissement, le télétravail, je veux dire, l'ensemble de la population de l'administration a travaillé, ou j'allais dire soi-disant, excusez-moi, mais c'est un lapsus, a travaillé pendant ces 2-3 mois de confinement, mais les permis de construire ne sont pas sortis. Des ralentissements, vous l'avez dit, monsieur de la Caisse d'épargne, sur les notaires n'étaient pas prêts informatiquement pour traiter les dossiers, mais c'est scandaleux. Enfin, voilà. Donc, on a réussi, nous, dans le bâtiment et dans le privé en général, à rebondir très vite. Aujourd'hui, il ne faudrait pas... Voilà le risque. Le risque, c'est au mois d'octobre, on nous ressorte la même sauce. Vous voyez, tout le monde en télétravail et rien ne sort. Troisième chose, pour le bâtiment en particulier, l'artificialisation des sols. Ça veut dire quoi? Il va vraiment faire quelque chose de très fort. Des annonces politiques, les grandes métropoles seront gérées par les écologistes bientôt. Très bien, c'est formidable. Il y a eu quand même des annonces un peu rudes, un peu extrémistes à la sortie des urnes. Aujourd'hui, eh bien, je crois que, comme l'a dit Emmanuel, l'économie et l'écologie vont faire bon ménage et on va se rendre compte que si ce terme artificialisation des sols doit être en défaillance et doit être supporté simplement par les ménages les plus modestes, et c'est eux qui vont être pénalisés, hein, parce qu'on a parlé tout à l'heure, mais avec monsieur la Caisse d'épargne, c'est pareil. Le PTZ, quand on a baissé la quotité, quand on l'a raboté, eh bien, comme c'était trop cher, on n'allait plus à l'intérieur de la ville ou à la périphérie de la ville, mais on allait en campagne, et donc on allait, je ne devrais pas dire ça, mais bétonner un peu plus la campagne. Donc on a artificialisé encore plus parce qu'il y a eu un rabotage du prêt à taux zéro. Vous voyez, des décisions comme ça qui paraissent pas grand-chose, hein, on les paye des années après. Voilà, tous ces risques-là, ben, il faut les prendre en compte. Je vois que là, on a une table, c'était pas exprès, on ne se connaît pas par cœur, on n'avait pas répété, on est à peu près d'accord sur les mêmes choses. La grande famille de la construction, de construction de logements, voilà, beaucoup de rationalité, voilà, beaucoup de travail commun. C'est ce qu'on a essayé de faire depuis le début. Et là-dessus, voilà, la crise a montré des failles du système français économique. Essayons de vraiment pallier ce problème et de le résoudre en quelques semaines. C'est possible, on l'a fait. Sur l'instabilité dont parlait Didier Ridoret, est-ce que ça empêche l'outil de production de croître? On sait que quand on construit beaucoup, quand il y a beaucoup de permis de construire, on voit une augmentation, par exemple, des malfaçons. Et on nous dit souvent que c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnel, il n'y a pas assez d'entreprises. Est-ce que cette instabilité réglementaire vous empêche de développer un outil de production efficace pour produire beaucoup? Quelque part, oui, un certain pourcentage, oui, bien sûr. Oui. Après, manque de personnel, on l'entend aussi, mais si le plan de relance est assez fort, est-ce que vous aurez assez de personnel? Bien sûr, déjà, aujourd'hui, on est en sureffectif. Hein, je vous dirais, si on a des rendements négatifs et si nos comptes d'exploitation, comme des artisans et des grands groupes, vont être dans le rouge en fin d'année, c'est parce qu'on est en sureffectif, on garde notre appareil de production, on garde nos compétences. On a raboté quoi? Vous avez vu, l'intérim a chuté fortement de plus des 3/4 dans le bâtiment les premières semaines, ce qui est normal. Donc là, nous avons tout ça. L'instabilité, oui, je vous l'ai dit, chaque année, pour tous les plans, toutes les mesures de PLF, on attend. Regardez, aujourd'hui, c'est quand même scandaleux. C'est une urgence. On est à 6 jours d'une annonce d'un plan de relance majeur pour le logement, pour le bâtiment. On n'a aucune certitude. D'accord? Aucune certitude. Moi, mardi, le ministre de l'économie me disait quelque chose, me disait « Attention, tout ce que vous dites là, c'est ce qui a été annoncé au mois de juillet, mais ce n'est pas encore arbitré. » Vous imaginez ce scandale? Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes prêts, puisque vous avez gardé votre outil de production. On est prêt, on est dynamique, on a les valeurs du bâtiment, on va foncer, on va entraîner tout le reste de l'économie, ça je vous le garantis. Merci. Merci. Jérôme Terpereau, les points de blocage, c'est quoi? C'est le HCSF pour commencer? Non, enfin oui, mais c'est déjà, on le connaît celui-là, donc on voit à peu près la trajectoire. Donc c'est plus trop un risque. En tout cas pour le banquier que je suis, c'en est un si j'arrive pas à migrer vers 15% de production en dehors des clous de ce que dit le HCSF. Donc bon, c'est pas très positif ce que je dis, mais voilà, enfin, chacun doit gérer ses risques. Mais en tout cas, c'est un vrai risque pour la relance du bâtiment. Ça c'est vrai, parce que
voilà, on relance le bâtiment à partir du moment où il y a des acquéreurs, et j'ai quand même beaucoup d'acquéreurs qui ont besoin d'être financés. Tout le monde n'est pas en capacité d'autofinancer. Donc ça, c'est un point, mais bon, enfin, moi aussi, comme tout le monde autour de cette table, je suis optimiste, donc je me dis que voilà, un régulateur, il a du mal à admettre qu'il voilà, il a peut-être pas bien tout perçu, donc voilà, il faut laisser un peu de temps. On verra, peut-être que ça s'assouplira un petit peu. Mais enfin, pour l'instant, la porte est totalement fermée. Moi, je reviendrai sur ce qui a été dit. Ouais, bah oui, c'est comme ça, des fois ça arrive, c'est fermé. C'est fermé, voilà. On a déjà pourtant été fermé 55 jours, mais enfin bon. Je rebondis, moi, sur ce qui a été dit sur le... Moi, je considère... Et parce que je trouve que cette rentrée commence pas du tout comme je l'imaginais à l'entrée de la période estivale. C'est-à-dire que on a tous ça. Donc moi je considère que le premier risque, ça reste le risque sanitaire. Imaginons que, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on voit les chiffres de contamination et ces chiffres ne se traduisent pas par ce qu'on a connu, malheureusement, pas les chiffres très désagréables et très douloureux pour le pays qu'on a connus sur les hospitalisations, les décès, etc. Donc on vit une espèce de période où plus personne ne comprend rien. En tout cas, moi, à titre personnel, je ne comprends rien de ce qui se passe d'un point de vue sanitaire. Et en plus, comme le corps médical n'est pas d'accord, bon, c'est très compliqué quand en plus on est novice. Donc moi, je considère que le premier risque, il est sanitaire. Parce que si d'un seul coup, on se dit, on reconfine une ville, on reconfine un département, on reconfine une région, enfin, on a déjà vécu l'expérience, c'est juste catastrophique. Donc et puis on parlait de la confiance, ça génère quand même pas de la confiance, quoi, hein. Et d'ailleurs, on l'a vu, nous, banquiers, avec le taux d'épargne des Français, hein, puisqu'on est passé de 15%, où je rappelle qu'on est le 2e pays européen par le taux d'épargne, on est passé de 15 à 30% pendant la période de confinement. Hein, et tous les ménages que nous sommes, hein, il y a des milliards et des milliards d'euros sur les comptes en banque. Alors, mon compte banquier, ça me va bien. Quoique, ça ne me va pas super bien non plus, parce que cet argent-là, je dois le déposer à la Banque Centrale Européenne et elle me demande 50 centimes pour lui remettre. Hein, donc, non, je le précise parce qu'on a toujours dit, ce qui est super bien avec le métier de banquier, c'est que vous gagnez de l'argent en dormant. Et moi, je vous dis, non, c'est plus vrai. Avec les taux négatifs, moi, je perds de l'argent quand je dors. Je perds l'argent le week-end. Alors quand est-ce que vous gagnez de l'argent, vous? Ben oui, c'est bien le problème. Moi. Alors, on en gagne encore. Hein, voilà, on en gagne encore. Ouais, non, mais on en gagne moins quand même. Hein, ça, c'est une réalité. Et donc, voilà, si je redeviens sérieux, d'abord le volet sanitaire. Ensuite, la traduction d'un volet sanitaire qu'on ne maîtrise pas, qui se traduirait par un volet économique, hein, et social. Donc, si on le traduit sur le sujet qui nous intéresse, de fait, potentiellement une chute de la demande de biens immobiliers, parce que moins d'acquéreurs. Parce que dans l'incapacité de le devenir, puisque sans emploi, etc. Le HSF, on en a parlé. Moi, je trouve que j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit, c'est que le vrai danger, ça serait de sortir en se disant, ben non, on ne change pas. C'est quand même particulier de se dire que tous les délais administratifs ont été gelés pendant toute cette période. Ce qui fait que le pays s'est arrêté, vous avez déplacé l'espace-temps. Vous voyez, c'est quand même assez particulier. C'est-à-dire qu'on a vécu quasiment 2 mois où cet espace-temps n'a pas existé. C'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, on pourrait vivre potentiellement un paradoxe en 2021 avec un manque de biens immobiliers, alors que tout le monde demande qu'à repartir, parce que les permis pas délivrés, les délais administratifs, etc. Et puis donc des prix à la hausse. Moi, j'ai eu le plaisir de travailler un peu plus de 7 ans à Toulouse. Quand vous ne produisez pas assez de logements, là, vous revenez à des basiques d'une loi de marché qui s'appelle l'offre et la demande. Et si vous avez plus de demandes que d'offres, les prix montent. Donc on pourrait vivre avec ce paradoxe en 2021. Quoi. C'est quand même assez particulier. Et je ne reviens pas sur tout ce qu'on a dit, sur ce qu'est le prix du mètre carré. En tout cas, moi, je connais maintenant un peu Bordeaux métropole, c'est quand même très cher. Tout le littoral, hein, de la région Nouvelle-Aquitaine, là aussi, c'est plus que cher. Donc on pourrait vivre avec ce paradoxe-là. Ça fait quand même déjà beaucoup de choses, hein, je trouve. Hein. Et c'est vrai, moi juste pour conclure là-dessus, que s'il n'y a pas un plan de relance de la construction au sens global du terme, ancien et neuf,
ça va être là extrêmement difficile. Donc croisons tous les doigts pour que la semaine prochaine, il y ait des annonces fortes de ce point de vue-là, parce que ce sont beaucoup d'emplois et c'est beaucoup de relance immédiate, avec effectivement cette conciliation économie-écologie. Ça, je pense que là-dessus, il n'y a pas de débat. Tout le monde. Et d'ailleurs, ce que je trouve appréciable, c'est que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, tous les acteurs sont d'accord. Donc au moins là-dessus, quand même, ça fait beaucoup de points d'intersection, je trouve. Non, pas trop, là, dans le logement social. Merci beaucoup. On doit laisser la place à la conférence suivante. Merci beaucoup pour votre participation et surtout merci pour votre optimisme. C'est ça qu'il faut retenir. Merci beaucoup.